Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité de ce jeudi, rapport annuel d'Amnesty International. Le pouvoir de Macky Sall encore au banc des accusés. L'ONG accuse le régime d'utiliser la justice pour combattre des adversaires politiques. Le cas Imam Ndao est aussi au cœur du rapport sur les droits humains. 107 pêcheurs bloqués en Guinée-Bissau. Leurs 14 pirogues a raisonné. Il ne fallait pas plus pour susciter la colère de leurs parents de Mbour. Ils dénoncent l'attitude des autorités consulaires et réclament l'intervention de l'État. À Louga, le village de Lobodou scrute l'émergence. La localité n'a ni eau ni route praticable. Les populations réclament aussi un poste de santé digne de ce nom et invitent l'État à s'intéresser à leur sort. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Amnesty International dénonce l'utilisation de la justice pour combattre des adversaires politiques. Dans son rapport annuel publié ce jeudi, l'ONG fustige ce qu'elle qualifie d'oppression contre Imam Ndao, arrêté pour terrorisme. Amnesty dénonce même une justice sélective qui a fini d'installer le Sénégal dans la zone rouge des pays les plus corrompus du monde. Seydi Gassama est avec Khadisila. On a constaté au cours de l'année passée une véritable régression en matière de droits humains en Afrique, mais dans le monde de façon générale. Et notre pays, le Sénégal, ne fait pas exception. On a constaté beaucoup de régression, en tout cas par rapport à l'année passée. Nous avons continué à enregistrer des décès en détention dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie. Il y a au moins 4 personnes qui sont décédées dans les locaux de ces deux corps des forces de sécurité. Pour le cas d'Khalifa Sall, que son procès nous semble réunir tous les critères d'un procès inéquitable, parce que simplement on a noté comme un acharnement contre lui. D'abord, le procès a été mené à pas de charge. C'est comme si on voulait tout faire pour le condamner de façon définitive avant l'élection présidentielle de 2019. Mais aussi, nous avons constaté que toutes les garanties qui avaient été rassemblées par sa famille et ses amis pour lui permettre d'avoir une liberté provisoire ont été refusées, alors même qu'il y a eu des jurisprudences, beaucoup de jurisprudences de cas où des gens ont cautionné des biens pour obtenir la liberté provisoire. Nous demandons également que la loi de 2005 qui interdit l'exploitation des enfants par la mendicité soit appliquée de façon rigoureuse. Et malheureusement, dans le cas de l'imam Ndao, ces droits n'ont pas toujours été respectés. La détention préventive a duré plus de 2 ans, mais l'imam a été plusieurs fois malade en prison. On lui a dénié les soins dont il avait besoin pour retrouver sa santé. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est un combat qu'il faut mener avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de sincérité. Mais si vous le menez en protégeant les gens de votre camp et en ciblant uniquement les gens qui sont contre vous, vous n'allez pas faire des progrès. Voilà pourquoi le Sénégal ne fait pas de progrès. Parce que malheureusement, on est en train de poursuivre que ceux qui ont géré, n'est-ce pas, avant 2012. Mais ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui pratiquent cette corruption-là, ils ne sont pas poursuivis. Et selon le rapport 2017 de Transparency International publié ce mercredi par le Forum civil, le Sénégal ne réalise que 3 points d'évolution de 2013 à 2016, d'où la nécessité de revoir la gestion sobre et vertueuse prônée par le gouvernement Abdou Khoudous Diallo. Malgré les réformes engagées pour combattre la corruption, le Sénégal reste encore dans la zone rouge, d'après l'indice de perception de la corruption, IPC. En termes de score, le Sénégal a obtenu en 2013 41 sur 100, en 2014 43 sur 100, en 2015 44 sur 100 et en 2016 45 sur 100. Et pour l'IPC de 2016, le Sénégal était classé 7e sur 51 pays. Pour l'IPC de 2017, donc au niveau de la CEDEAO, le Sénégal est toujours dans la zone rouge avec 45 sur 100. À travers ce rapport, le Forum civil donne un mauvais signal pour l'économie du Sénégal. La stagnation du pays
dont le score cette année est un mauvais signal pour l'économie du pays, car des résultats scientifiques ont montré que la constance de l'indice de perception de la corruption peut être synonyme de perte de points de croissance. Suffisant pour que le dit organe recommande une équipe indépendante pour évaluer la gestion transparente prônée depuis 2012. Et depuis 2012 à 2017, le Sénégal n'a progressé que de 3 points. Donc d'où la nécessité d'évaluer cette gouvernance sobre et vertueuse prônée par les autorités publiques. Le procureur s'est distingué dernièrement par le classement sans suite de certains dossiers. À ce titre, son rôle doit être évalué qualitativement. Réinterroger la pertinence aussi de l'ancrage institutionnel de l'OFNAC dans le champ de la présidence. Fournir toutes les informations nécessaires relatives au recouvrement de l'argent de la traque des biens mal acquis par la personne qui est habilitée, c'est-à-dire l'agent judiciaire de l'État. Cela comme pour dire que les organes mis en place pour lutter efficacement contre la corruption n'ont pas donné les résultats escomptés. Abdou Khoudous Diallo, vous l'avez dit, malgré les nombreux organes de contrôle, le Sénégal n'a fait que de petits pas ces dernières années, largement insuffisants selon Transparency International. Pour le sociologue Abdou Khadre Sanogo, le Sénégal doit faire davantage d'efforts pour entrer dans le cercle des pays les moins corrompus. Le voici au micro de Fatou Bintou Diouf. Tout le monde sait aujourd'hui que dans le contexte de la modernité, le Sénégalais a un rapport assez complexe avec l'argent. Tout se fait, tout se conçoit, tout se construit, tout se défait par l'entremise et le biais de l'argent. Et à ce niveau, je crois qu'il faudrait faire plus ou moins un parallélisme avec la société traditionnelle sénégalaise. Il y a un fossé abyssal par rapport aux pratiques d'équité et d'égalité de traitement par rapport aujourd'hui à ceux qui sont ciblés par des faits de corruption. On a comme l'impression que du fait qu'on est proche d'un pouvoir ou qu'on est un peu loin par rapport à lui, peut-être on est beaucoup plus poursuivi par rapport à une poursuite née de ce genre de pratique-là. Et je dis à ce niveau-là, à mon avis, la règle de droit est une règle impersonnelle. Viser certains au profit d'autres ou bien protéger certains au détriment d'autres. Donc ce fait n'est pas du régime de Macky Sall. Ce fait est une pratique aujourd'hui assez ancrée du jeu politique. Et tant que les gens ne discutent pas à nous permettre de penser qu'on est dans une république où chaque citoyen a droit à un procès équitable, chaque citoyen a un traitement équitable par rapport à un autre, forcément, nous serons toujours en présence de ce genre de pratiques aujourd'hui qui gangrènent notre société sénégalaise. Je pense que le Sénégal pourrait se donner les moyens d'harmoniser, je dis, la propension de la corruption. Parce qu'en soi, c'est un fait de société. On ne pourrait jamais éradiquer, endiguer plutôt supprimer, mais je pense que le Sénégal pourrait se donner les moyens et les mécanismes, aussi bien sociaux comme étatiques, de pouvoir diminuer l'ampleur de ce phénomène. Je vous le disais en titre, à cause d'une erreur de navigation, 107 pêcheurs sénégalais sont bloqués en Guinée-Bissau et leurs 14 pirogues sont arraisonnées par les autorités bissau-guinéennes. Elles exigent une caution de 2 millions avant la restitution de ce matériel. Les explications de Tchernodaf. Arrivés en Guinée-Bissau depuis plus d'une dizaine de jours, les pêcheurs sénégalais traversent de grosses difficultés. Arrêtés puis libérés après l'arraisonnement de leurs 14 pirogues pour avoir confondu les eaux maritimes sénégalaises et bissau-guinéennes, les 107 pêcheurs sénégalais ne savent plus à quel saint se vouer. De leur propre avis, l'erreur de navigation qu'ils ont eu à commettre et qui ont conduit leur pirogue en Guinée-Bissau et à mettre à l'actif des vents violents qui soufflent en mer. À cet aléa de la nature s'ajoute leur instinct de survie. Des explications qui n'ont pas convaincu les autorités maritimes bissau-guinéennes. En guise de représailles, celles-ci exigent des pêcheurs sénégalais le versement de 2 millions de francs CFA par pirogue qui représente
l'amende à payer et le coût de la licence de pêche. Après avoir fustigé le silence des autorités sénégalaises établies à Bissau, qui, en plus de les avoir abandonnés à leur propre sort, leur auraient également demandé de se débrouiller pour survivre. Les 107 pêcheurs sénégalais se disent également confrontés à des difficultés d'ordre linguistique, puisque les Bissau-Guinéens ne s'expriment qu'en créole, alors qu'eux ne comprennent que le Wolof. Les pêcheurs appellent leur ministère de tutelle à les secourir d'urgence, tout comme ils menacent de se faire entendre de manière très bruyante dès leur retour au pays. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Les parents des pêcheurs sénégalais fustigent le comportement des autorités consulaires et invitent le ministre de la Pêche à s'autosaisir à défaut de se rendre à Bissau pour diligenter la situation au plus vite. Leurs propos sont recueillis par Thierno Daf. dañu dugg fofu geej gi digënté bi amul na frontière wax mënuñu xamé fi lan wara yam ak fuñ wartu yam ñu joom dugg fa biñ leen fa féké ñu japp yobbu leen ñom nak nangu nan na ñom ñoo joom suñu geej gi nak amatul dara dem nañu fo xamantene bi gaay japp nañu mi. Nos parents ont commis une grosse erreur de navigation à cause des vents violents qui soufflent en mer. C'est pourquoi ils se sont retrouvés à Bissau. Mais cela n'explique pas non plus le comportement des autorités consulaires sénégalaises établies à Bissau qu'ils sont allés rencontrer à 4 reprises. Mais ces dernières n'ont même pas daigné se déplacer pour s'imprégner du dossier et voir l'aide qu'ils peuvent leur apporter. Aujourd'hui, leur argent est terminé. Ils n'ont plus de quoi manger. C'est pourquoi nous appelons notre ministre du secteur à lui voir avec son collègue bissau-guinéen ce qu'il peut faire. Et s'il le faut même, M. Oumar Gueye peut se déplacer en Guinée-Bissau et essayer de régler la situation. Parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes vraiment inquiets pour la suite de nos parents parce qu'ils n'ont plus rien à manger. ba légui samedi ñu yobbu len capital ba bobu légui ñang fa nangu nañ seeni moteur waxagul len dara seen rabataillement jeexna nangu nañ seeni jeun ci lañ doon jaay di lek instant yi ñu wolé ñang amul dara luñ lek dem Guinée waxtaan ak ñom ba affaire bi mëna saafaro ndax ñe sonn nañ buñ fa nekké lu man ñent jour lekkul dafa xaw metti. De l'eau potable, une route praticable sont entre autres les revendications des populations du village de Lobodou dans la région de Louga. Un rassemblement, ils exigent également des infrastructures sanitaires modernes. Leur cri de détresse dans cette correspondance de Omar Kairé. Le poste de santé de Lobodou sous perfusion. Cette structure sanitaire qui polarise plus de 100 villages manque presque de tout. Les populations de la localité située à 6 km de Keur Momar dans le département de Louga ne cachent pas leur indignation. On n'a pas d'ambulance. Ce discours, c'est Elisabeth Diouf qui l'avait construit ici depuis 2003 jusqu'à maintenant. On n'a pas d'ambulance et ce n'est pas normal. Nos femmes accouchent sur les routes. Avant d'arriver à l'hôpital, ils accouchent sur les routes alors que ce n'est pas normal. Le poste de santé souffre d'un manque criard de matériel. Aussi, nous n'avons pas de sage-femme. Que Macky Sall nous aide. Nous réclamons une sage-femme et que le poste soit approvisionné en médicaments. L'absence de pistes rurales, le manque d'eau sont entre autres préoccupations des populations de Lobodou qui tenaient un rassemblement devant le poste de santé. Elles interpellent le président Macky Sall. Lobodou est très enclavé parce que les pistes sont impraticables. Lac de Guerre se trouve à quelques kilomètres de chez nous et des usines sont tout près. Mais l'eau fait toujours défaut à Lobodou. C'est inadmissible. C'est nous-mêmes, la population, qui cotisons pour l'attente, pour l'électricité, alors que ce n'est pas normal. Depuis 2000 jusqu'à maintenant, l'électricité nous manque. Ces hommes et femmes qui se réclament apéristes de la première heure
n'ont pas manqué de déplorer le comportement des responsables du département qui, d'après eux, ne se préoccupent pas des besoins des populations. Le département compte 7 responsables, mais ils ne font rien pour subvenir aux besoins des populations. Nous ne voulons plus d'eux. Ce que nous voulons, c'est réélire le président Macky Sall au premier tour à la prochaine présidentielle de 2019. Mais tout peut arriver si la situation perdure. Nous l'invitons donc à venir à Lobboudou pour enfin savoir à quel point nous souffrons. L'implantation d'un établissement scolaire digne de ce nom et l'accès au financement pour les femmes font également partie de la revendication des populations de Lobboudou. C'est comme qui disait qu'au vu de tous ces problèmes soulevés, cette contrée est dans une pathologie très aiguë qui appelle une thérapie intense. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Parlons politique. Idrissa Seck a le meilleur profil pour battre Macky Sall et apporter les changements dont le Sénégal a besoin. Conviction de la convergence des femmes du parti Rewmi, et c'est pourquoi elles appellent les Sénégalais à le porter au pouvoir en 2019. À Thiès, Ibrahima Ndiaye. En perspective des prochaines échéances présidentielles de 2019, la convergence des femmes leaders de Rewmi de la Cité du Rail a organisé un panel, une rencontre au cours de laquelle elles ont présenté leur leader Idrissa Seck comme étant le meilleur profil. Fatou Konaté est membre de la convergence. Idrissa Seck, c'est un homme que les gens qui ne l'approchent pas ne connaissent pas. C'est la raison pour laquelle les gens sont là à dire ce qu'ils disent. Mais nous qui le connaissons, nous qui l'avons fréquenté depuis tout jeune, il nous a formés, nous sommes allés à l'université, il nous a encadrés. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes des cadres, des enseignants à l'université Cheikh Anta Diop. Notre objectif, ce mouvement des convergences des femmes leaders, nous voulons à la population sénégalaise à mieux faire connaître les qualités, les valeurs de cet homme qui s'avère être le meilleur choix pour les échéances auxquelles nous allons, c'est-à-dire de 2019. À moins d'un an de ces dites joutes électorales, l'un des panélistes, Dr Yankoba Seydi, revient sur l'importance du scrutin. L'élection de 2019 aura une historicité aussi importante, voire plus importante que l'élection présidentielle de 2000, puisque les espoirs qui n'ont pas été pris en charge de 2000 à présent sont toujours là et avaient disparu, étaient revenus encore plus grands. Ça veut dire que le dernier grand choix que nous avons, le dernier grand rendez-vous politique que nous avons, que la jeunesse de ce pays avait à rendez-vous avec, disons, en 2019, et ça c'est important. Maintenant, quel est le choix à faire pour que les mêmes causes produisant les mêmes effets ne se reproduisent pas et que les espoirs et les espérances ne soient déçus. Selon ces femmes leaders, la présidentielle n'est pas une course de vitesse, mais plutôt de fond. En conséquence, il faudra s'armer d'endurance, de courage, d'expérience, mais aussi être une valeur sûre. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.